Lorsque le moine sonna la cloche pour la prière du matin, un râle humide se fit entendre depuis le mur de l'aile est. La pierre sous ses doigts était chaude, comme si quelqu'un respirait de l'intérieur. À midi, quelque chose de visqueux, gris-vert, avec une odeur sucrée d'entrailles en décomposition, s'écoula de la fissure. Cette même nuit, le supérieur du monastère mourut, le vieux père Bartolomeo, confesseur de 3 papes, autrefois conseiller de l'Inquisition à Naples. Son corps ne fut pas transporté dans la crypte avant l'aube, les gardes refusaient de le toucher. Il était encore tiède, mais son visage était noirci et un liquide épais s'écoulait de ses narines. Le silence s'installa dans le monastère et l'odeur commença à pénétrer dans les cellules. Les 7 dernières semaines avant sa mort ne furent mentionnées dans aucun rapport officiel, à l'exception d'une note du médecin assistant, glissée entre les pages du registre des visites. Le corps dégage une odeur depuis la 3e semaine, les plaies sur la poitrine se sont ouvertes et sont infestées de vers. Il continue d'ordonner qu'on lui apporte sa correspondance et réclame du vin, mais la nuit, il crie que les murs murmurent. On a sonné 2 fois la cloche, ce qui est contraire au règlement. Les serviteurs refusent d'entrer dans ses appartements. Le supérieur souffrait d'une fièvre inconnue, apparue soudainement après son retour de Rome, où il avait assisté à la condamnation d'un jeune moine pour sorcellerie. Le rapport de la garde indique que dès le retour, il avait cessé de s'alimenter et se plaignait d'une peau qui se resserrait au niveau de l'aine et du bas-ventre. Sa température corporelle augmentait, son visage rougissait et il souffrait d'insomnie. À ce moment-là, il avait déjà cessé de lever les paupières lorsqu'il parlait. Il souffrait d'incontinence et on commençait à mettre de la paille sous son lit pour la nuit. Au cours de la 4e semaine, après son retour de Rome, une plaie s'est ouverte sur sa cuisse gauche. Les médecins locaux lui ont prescrit des sangsues et des frictions à base de vinaigre et de sauge. L'herboriste officiel du monastère a recommandé de l'opium dans de l'huile et de tremper des bandages dans du lait de chèvre né à Noël. Bartolomeo refusa. Il ordonna qu'on lui apporte uniquement de l'eau bénite et exigea que son frère Paolo lui lise des psaumes toute la nuit. Paolo s'enfuit la 3e nuit et fut retrouvé mort dans la chapelle, étranglé avec la corde de sa soutane. 5e semaine. Chute de tension. Taches cramoisies sur le ventre et la poitrine. D'après le rapport du serviteur principal, il respire de plus en plus rarement. Ses yeux sont ouverts, mais il ne cligne pas. Il demande à être transporté dans la salle du conseil. Il n'en est pas sorti depuis 2 jours. Ça sent le pus et l'encens. Il y a des traces sur le sol, comme si quelqu'un avait rampé. Les serviteurs affirmaient qu'à ce moment-là, il avait ordonné de fermer l'aile est. C'est là que étaient conservées les anciennes archives de l'Inquisition, notamment les brouillons des interrogatoires et les reliques confisquées aux hérétiques. Aucun des frères ne savait pourquoi il avait fait cela. Depuis lors, 3 moines ont disparu. L'un d'eux, frère Arnaldo, était l'élève d'un herboriste et avait surpris une conversation entre le supérieur et un jeune prêtre inconnu arrivé sans papier. 6e semaine. Bartolomeo ne se levait plus, mais continuait à dicter des messages. Personne ne les recevait. Le papier restait vierge, l'encre sèche. Il parlait dans le vide, comme s'il y avait quelqu'un. Le frère médecin, autorisé à approcher le corps, nota « La température a chuté brutalement. La peau de l'abdomen est comme du parchemin. Les crevasses saignent. Des sécrétions blanches s'écoulent des oreilles et de l'anus. Il demande qu'on lui enlève quelque chose. Il montre son flanc. Il dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit en lui, mais son visage reste calme. Vers le soir de la 6e semaine, un moine horloger qui travaillait sous le mur de l'aile entendit un grattement. Pensant que c'était un des souris, il enleva le plâtre. Du pus coula de la fissure et une odeur d'œuf pourri se répandit. Le lendemain matin, une rumeur se répandit dans les cellules. On entendait respirer dans le mur. 7e semaine.
Personne n'osait plus entrer dans la chambre du supérieur. Le médecin était parti au village sans dire au revoir. L'archiviste, chargé de vérifier les documents, brûla l'une des armoires de la salle des archives. Il était trop tard. Lorsque le frère moine fit venir le chirurgien du navire pour procéder à l'autopsie, Bartholoméo ne respirait plus, mais son corps était encore chaud et ses doigts étaient crispés. Extrait du rapport d'autopsie. Les plaies sur la poitrine sont ouvertes, la cavité abdominale était gonflée, la peau est tendue, mais suinte. À l'incision, des bulles. Le foie est noir, recouvert d'un enduit. Le cœur semble avoir été déchiré de l'intérieur. Les intestins sont partiellement fondus. Les os du bassin sont recouverts de verdure. Il y a clairement un processus purulent, interne. Une infection septique, causée par l'absorption du sang, restant dans les tissus, est possible. À l'ouverture du péritoine, un râle aigu, du gaz, et peut-être un travail résiduel du diaphragme. Le corps n'a pas été enterré pendant 3 jours. Le soir du 2e jour, lorsque le soleil s'est caché derrière l'allée de cèdres, un râle s'est à nouveau fait entendre à travers une fissure dans le mur du monastère, et le matin, un flot de liquide épais, semblable à du lait sale mélangé à du sang. La pierre a cédé. On l'a enlevée, et derrière, il n'y avait que le vide. Ni pièce, ni escalier, seulement une cavité en décomposition, dans laquelle gisaient des fragments de vieux manuscrits, des os et une croix en fer sans crucifix. Il fut officiellement annoncé que la mort du supérieur était due à une inflammation interne de la bile et à la malédiction laissée par les impies. Selon les termes du décret de l'évêque de la ville, l'entrée de l'aile fut murée. Mais la nuit, on entendait encore des bruissements dans le couloir. Le 4e jour après la mort, on tenta d'embaumer le corps du supérieur. Ce simple rituel, prévu par la règle monastique, consistait uniquement à frotter les entrailles avec de la myrrhe et de l'encens, puis à recoudre les orifices avec des chiffons. Cependant, l'autopsie révéla que la cavité abdominale était déjà complètement décomposée. En raison de la forte pression interne, les sutures se sont déchirées et de la vapeur s'échappait à chaque fois. Un vétérinaire du village voisin, appelé sur ordre du trésorier, a qualifié ce phénomène de pourriture thermique et a refusé de toucher les restes, déclarant simplement « ce n'est plus un être humain à l'intérieur ». Les 2 moines chargés de veiller sur le corps tombèrent malades. L'un d'eux eut de la fièvre, l'autre cessa de parler. On le fit sortir du monastère en le soutenant. Plus tard, la chronique paroissiale mentionna « Frère Simone reste silencieux. Il ne regarde personne dans les yeux. Il dit avoir vu le supérieur bouger les doigts et se mordre la lèvre. » La crypte où l'on voulait transférer la dépouille était humide, et une partie du mur était recouverte d'une moisissure blanchâtre. Les rats s'enfuyirent de là, tout comme frère Pierrot, qui, après être descendu avec l'encensoir, se jeta bientôt par la fenêtre du clocher. Son dernier cri était incompréhensible, mais les gardes ont remarqué qu'il se tenait le ventre et murmurait le mot « à l'intérieur ». Pendant ce temps, une dispute éclata entre les frères. Les vieux moines insistaient sur le fait que la mort de Bartholoméo était un châtiment pour sa participation aux interrogatoires de l'Inquisition. Ils rappelaient notamment le cas d'une jeune novice morte dans un souterrain napolitain après avoir été torturée par le froid. D'autres affirmaient qu'il avait été empoisonné. Ils mentionnaient un envoyé de Rome, arrivé sans nom ni sceau. Personne ne l'avait revu depuis, mais le journal du frère archiviste contenait cette note. Aujourd'hui, il s'est entretenu avec l'étranger, longuement. Ensuite, nous ne l'avons plus revu. Mais l'air était devenu comme dans un caveau humide. Le représentant officiel du diocèse est arrivé le 9e jour. Il a refusé d'entrer dans l'aile est et, après avoir écouté seulement la moitié du rapport, a ordonné de sceller les appartements du supérieur. Un seau de pierre fut apposé, mais la nuit même, l'une des pierres tomba. Une odeur de graisse rance se dégagea de l'intérieur. Les moines se mirent à mélanger du santal et de la cendre de chêne à la fumée, mais l'odeur persistait.
Elle imprégnait le pain, l'eau et même le vin, comme en témoigne la note du cuisinier novice. Le 12e jour, le vieux sonneur de cloche mourut dans son sommeil. De la bouche s'écoula un mélange de sang et de pus jaune. L'autopsie révéla que l'intérieur du crâne était recouvert de mucus et que la matière cérébrale était pâle, comme si elle se dissolvait. Extrait du rapport, un tel état n'était observé que chez ceux qui avaient passé beaucoup de temps dans des caveaux pourris. Mais ils n'avaient pas quitté la tour. L'air avait dû s'y infiltrer. Le conseil des frères décida d'ouvrir la cachette derrière le mur où le râle avait été entendu pour la première fois. Les maçons refusèrent. 4 jeunes novices se mirent alors au travail. Après 3 heures de travail acharné, ils découvrirent un compartiment en pierre derrière lequel se trouvait effectivement une petite cellule en ruine. Il y avait là 2 urnes, des fragments d'os et une boîte en bois recouverte de cuir. Sur le cuir était gravée une inscription « Brûlé, sans encre ». À l'intérieur, il y a quelqu'un. Ne pas ouvrir. La caisse fut tout de même ouverte. À l'intérieur se trouvait un rouleau desséché, plusieurs dents, des fragments de quelque chose qui ressemblait à des entrailles entrelacées et une clé en cuivre. Le rouleau était écrit sur un parchemin décoloré, mais il fut possible de déchiffrer quelques phrases. « Il s'est échappé. Ce n'est pas lui qui crie. La croix est retournée vers l'intérieur. » Après l'ouverture de cette cellule, les maladies s'aggravèrent. Les 3 frères développèrent des abcès purulents au cou. L'un d'eux mourut dans une fièvre terrible, ne laissant derrière lui que des taches noires sur le drap. Ses restes n'eurent pas le temps d'être enterrés. Ils se dispersèrent. Le novice qui lavait le lit avoua plus tard en confession qu'il avait entendu les draps siffler comme si un serpent s'agitait à l'intérieur. À la fin de la 2e semaine, après la mort du supérieur, le monastère était presque vide. Il ne restait plus que 7 frères, enfermés dans le réfectoire. Ils brûlaient les livres sacrés et refusaient d'ouvrir les portes. L'un d'eux, frère Augusto, tenait un journal. Dernière note, il n'est pas parti. Nous nous sommes trompés. Il est maintenant entre ces murs. Il écoute notre respiration. Il ne faut pas parler fort. Aujourd'hui, quelque chose de blanc a coulé sous l'icône. Sur décision de l'évêque, 20 jours après la mort de Bartholoméo, une équipe spéciale composée de 3 médecins laïcs, d'un ministre diocésain et de 4 gardes fut envoyée au monastère. Tous disparurent. On sait seulement qu'un des chevaux revint sans cavalier, la selle arrachée. À la porte du monastère, on trouva le chapeau d'un des médecins, dans lequel se trouvait un bout de papier froissé avec une seule ligne. Il est maintenant sourd, mais il entend à travers les murs. Plus tard, à la demande de la curie romaine, le monastère fut officiellement fermé. Les maçons locaux murèrent l'entrée et rebouchèrent les fenêtres. Selon la légende, le dernier son qu'ils entendirent lors de la construction de l'arche fut un gémissement semblable à celui d'un mort que l'on retourne face contre terre. Le monastère resta fermé pendant 7 ans. Les rapports du préfet indiquaient qu'aucun pèlerin ne s'était approché des portes pendant tout ce temps. Les paysans locaux contournaient la colline, affirmant que la nuit, on entendait un chant doux provenant des fenêtres supérieures. Parfois, de la vapeur s'échappait du clocher abandonné et se déposait sur l'herbe sous forme d'une pellicule jaune huileuse qui la noircissait et la faisait pourrir. La 8e année, après la fermeture du monastère, fut marquée par une mauvaise récolte et une étrange épidémie qui décima le bétail. 11 vaches moururent en 4 jours et lorsque le vétérinaire examina les carcasses, il déclara « Elles avaient les sabots pourris, comme si elles avaient passé des semaines dans le fumier. » Mais les bergers ont assuré que le troupeau était dans les champs. Sur l'insistance du chef local, on s'adressa à nouveau à l'évêché. Cette fois, la réponse arriva 6 semaines plus tard. Ne touchez pas à ce qui a été scellé. Il a été protégé par la prière. Toute intervention serait un péché. Au bout de 11 ans,
on décida d'inspecter le monastère. L'archevêque de la diocèse avait changé, et le nouveau prélat, désireux de montrer sa détermination, envoya une délégation de 9 personnes, dont 2 scientifiques. Les archives de Saint-Jérôme ont conservé les notes prises à cette occasion. L'un des chroniqueurs, frère Emilio, écrivit « Nous sommes entrés par une brèche dans le mur sud. L'odeur était indescriptible. Ni pourriture, ni mort, plutôt comme si de l'eau avait pourri dans une tête pendant de longues années. Les marches étaient humides, certaines étaient recouvertes d'une poussière noire ressemblant à des cheveux brûlés. L'un des médecins, il s'appelait Jules, je crois, arracha le voile qui recouvrait la fenêtre et poussa un cri. Il y avait une empreinte de main sur la vitre, une main intérieure, mais pas humaine. Les doigts étaient trop fins. 3 corps gisaient dans la salle à manger. Ils étaient assis à table, comme au moment de leur mort. Les crânes étaient sans mâchoire, les mains jointes. Sur le mur derrière eux, des mots étaient griffonnés avec des os. « Il n'est pas parti ». Ils avaient manifestement été écrits à la hâte. Les lettres étaient irrégulières, et à un endroit, un ongle avait brisé le plâtre. Un liquide épais, semblable à du miel, mais qui sentait le vinaigre et les coquillages pourris, coulait de la fente sous la lettre G. Plus loin dans le couloir, la délégation tomba sur une salle d'hôtel. Au centre, gisait un corps, probablement celui du frère d'Augusto. Il était enveloppé dans des pages décolorées et des écritures, entre lesquelles on apercevait la peau. Il n'avait plus d'yeux, la bouche était cousue, mais un rouleau enroulé dépassait de ses lèvres. On n'a pas eu le temps de le retirer. Lorsqu'on a essayé de le toucher, le papier s'est désagrégé et les lèvres se sont comme crispées davantage. L'un des accompagnateurs a perdu connaissance, puis a été déclaré muet. Seuls 5 participants ont pu sortir. Les autres ont disparu à l'intérieur. L'un d'eux fut retrouvé plus tard dans la cave, debout dans un coin, la tête touchant le plafond. Son front portait des traces de brûlure. Il respirait, mais ne reconnaissait personne. Il mourut 3 jours plus tard, couvert de taches purulentes. D'après la description du médecin, la chair se détachait des os au moindre mouvement. Les veines éclataient, il n'y avait plus de sang. L'archevêque ordonna de mûrir à nouveau l'entrée, mais à ce moment-là, la rumeur s'était déjà répandue. On disait que le monastère était un piège, que l'ombre du supérieur y était restée, retenue par le ciel. Les villages voisins se vidèrent, seuls les vieillards restèrent dans le village de la Porta. Une des femmes, Domenica, témoigna « La nuit, nous entendons quelque chose gratter, sous la terre. Parfois, dans le puits, l'eau pulse comme un cœur. Un garçon a regardé là-dedans et n'a rien mangé pendant 2 jours, il ne faisait que gémir. » Pendant ce temps, un changement de pouvoir avait lieu dans le diocèse. Les anciens documents d'enquête ont disparu et les nouveaux responsables ne font aucune mention du monastère. Mais dans les rapports des archives secrètes de Sainte-Marie, on peut lire « L'affaire des cadavres, en décomposition, n'est pas classée. L'un des témoins est mort, avec la langue collée au palais, comme si elle avait été coupée de l'intérieur. Sur sa langue, on a trouvé les mots « J'ai vu un corps sortir du mur, mais ce n'était pas un homme. » Une dernière tentative fut entreprise. 15 ans après la mort de Bartolomeo, un groupe d'exorcistes et de bourreaux, armés de cendriers et de chaînes, pénétra à l'intérieur. Personne ne revint de cette expédition. Seule une chaîne rouillée et couverte de mucus fut retrouvée devant les portes du monastère. Et sur elle, comme le mentionnait le rapport, était accrochée une plaque taillée dans une omoplate humaine. Il n'est plus dans son corps. Il est dans la pierre, il entend et attend. Après la disparition de la dernière expédition, le diocèse renonça définitivement à toute tentative d'ouverture du monastère. Un ordre interne, découvert parmi les documents des archives de Sainte-Lucie, disait « Toute mention du frère Bartolomeo doit être considérée comme une erreur théologique. La localité doit être déclarée impure. Les entrées doivent être murées, selon le rite des silencieux.
Les témoins doivent être relâchés après avoir confessé. Les procès-verbaux doivent être brûlés. Cependant, 2 ans plus tard, un homme réapparut au monastère. Il s'appelait Raphaël Comte. Il était ancien médecin militaire, puis prêtre, envoyé en exil pour avoir soutenu des idées réformistes. Il est arrivé seul, avec une charrette rouillée sur laquelle se trouvaient des bocaux, des livres et un sac en cuir contenant des outils. Les habitants ont écrit « Il était silencieux, il ne s'est pas fait baptiser. Il a dit qu'il n'était pas venu pour sauver, mais pour vérifier. » Raphaël passa 2 jours à l'intérieur. Le 3e jour, on le retrouva au pied du mur du monastère. Vivant, mais gravement brûlé. Ses lèvres étaient déchirées, ses paumes couvertes de plaies. Il refusa de s'alimenter, mais dans son délire, il prononça ces mots. Il n'est pas mort. Il s'est imprégné. Dans le souffle de la pierre, dans la poussière. Il est devenu le temps. 6 jours plus tard, il est mort. Selon le médecin, sa rate était gonflée, ses poumons à moitié remplis d'un liquide noir, et sa langue était lacérée, comme s'il avait essayé de l'avaler. Le masque mortuaire de Raphaël a été interdit d'exposition. Plus tard, on a trouvé dans son sac une seule note. Son contenu est conservé dans les archives sous la mention « à ne pas diffuser parmi les séminaristes ». L'odeur de puce commence là où la prière s'arrête. J'ai trouvé les restes du corps du supérieur. Il n'est pas corruptible, il n'est pas sacré, il fait pression sur les murs de l'intérieur, sa décomposition est un rythme. Et si j'étais resté un jour de plus, ce rythme serait devenu mon cœur. Au même moment, des anomalies ont commencé à se produire dans les villages voisins. À la Porta, tous les bébés nés à l'automne sont morts. Tous avaient des ulcères à l'arrière du crâne et du sang dans les urines. Dans une lettre du prêtre, Juan de Rosa, datée de la même année, on peut lire « Les vieux se taisent, les jeunes s'enfuient. La nuit, un frisson parcourt le sol depuis le monastère, comme si une cloche sonnait. Mais elle ne sonne pas. Nous avons essayé de brûler des branches de sapin à la porte, mais la fumée est entrée à l'intérieur. À l'intérieur, même le vent ne changeait pas de direction. L'ambassadeur du pape, envoyé pour enquêter, a disparu. Ses porteurs ont été retrouvés 2 jours plus tard. L'un s'était noyé dans une flaque d'eau usée, l'autre s'était pendu avec la sangle qui lui servait à porter les documents. Une note pendait de sa bouche. Les murs ont des oreilles. Il est trop tard. La panique s'empara du Vatican. Le collège secret ordonna de saisir tous les documents concernant le monastère. Des dizaines de livres de référence furent détruits. Même les portraits du supérieur disparurent. Ils figuraient dans l'inventaire, mais il ne restait plus que des fragments de murs à leur place. Néanmoins, les rumeurs continuaient de se répandre. Les pèlerins qui passaient par là racontaient qu'à 4 heures de route du monastère, ils commençaient à avoir mal à la tête. À 6 heures, ils entendaient des bruits de pas et à 8 heures, de la vapeur s'élevait de leurs pieds. L'un d'eux, Antonio Mecci, est devenu invalide. J'ai senti quelque chose entrer dans ma jambe. Ça rampait. J'ai crié, mais ça continuait à monter. Maintenant, elle est noire. Je ne la sens plus. À la fin de l'automne, un groupe de paysans, incité par un ermite errant, a tenté de démolir le mur ouest du monastère. Ils ont réussi à enlever 5 pierres. L'un des participants, Angelo Trabucco, racontait « Lorsque la 5e pierre est tombée, le mur a gémi. Il n'a pas craqué. Il a gémi. D'un son humide et profond, comme si tout le monastère était une cage thoracique. 2 jours plus tard, 3 participants avaient disparu. Leurs corps ont été retrouvés chez eux, sans trace de violence, mais les yeux exorbités. Les pupilles avaient disparu. À leur place, il y avait de petites fissures ressemblant à une toile d'araignée. La propriétaire de la maison a décrit « Leur visage était en calme, mais du pu coulait de leurs oreilles comme de la cire.
sans odeur, sans couleur. Mais s'il touchait le sol, celui-ci noircissait. Au début de l'année suivante, toutes les routes menant au monastère étaient bloquées. Mais les moines de l'abbaye voisine de Sainte-Agathe ont déclaré que chaque soir, à 9 heures précises, une toux venait de l'ouest. La même, tout aussi rauque. Un jour, il se répéta 7 fois, et cette nuit-là, l'un des frères mourut. On découvrit un fil dans sa gorge. On le retira, il mesurait 8 coudées. Il était couvert de gouttes de pus qui ne s'absorbaient ni dans l'eau, ni dans l'huile. Du pus coulait des murs, et il continuait à couler malgré l'hiver. Au printemps suivant, une lettre écrite sur une peau rugueuse arriva à Rome. Elle avait été apportée par un berger qui ne savait pas lire. La lettre disait « Il respire encore. Nous avons bouché les fissures avec du fer. Il a fondu. Nous avons bouché les fenêtres avec du plomb. Il a noirci. Nous avons placé des mannequins autour, le visage tourné vers le mur. Mais maintenant, les mannequins pleurent. La nuit, leurs mâchoires bougent. Nous avons brûlé la bibliothèque. Mais de la vapeur s'élèvent des cendres. Elle contient des noms. Le 3e jour, après la réception de la lettre, un événement s'est produit à Rome, que les chroniques ultérieures ont appelé le signe de la pierre éteinte. La fissure sur le piédestal, en marbre de Jean-Baptiste, s'est élargie de moitié pendant la nuit. La pierre noircit. Les gardes de la porte de la Trinité signalèrent une odeur aigre provenant du sol, et des traces de pourriture furent découvertes dans la chapelle souterraine, alors que les corps qui s'y trouvaient avaient été emportés un demi-siècle auparavant. Plusieurs évêques ont convoqué une réunion secrète. Parmi eux se trouvait un vieil archidiacre d'Avignon, ancien novice dans ce même monastère. Ces paroles ont été consignées dans le carnet personnel du cardinal Orsini. Il est mort dans le péché, mais le péché n'était pas le sien. On l'y a contraint. Il n'était pas enfermé dans le monastère, il était enfermé en lui-même. Et maintenant, il s'échappe à travers la pierre, à travers le pus, à travers nous. Il fut décidé de procéder à un rituel d'isolement, une procédure utilisée dans les cas extrêmes lorsque l'espace ecclésiastique devient le refuge de l'impur. Selon la légende, ce rituel n'avait été utilisé qu'une seule fois lors de l'expulsion d'une relique disparue de Ségovie, où le sol s'était effondré après la 5e messe. Mais cette fois-ci, le rituel n'eut pas lieu. Le prêtre qui préparait l'autel mourut. On le trouva couché sur le ventre, la bouche ouverte, d'où sortait un morceau de mur. Après cela, le monastère fut déclaré lieu mort. Il fut exclu de toutes les cartes, même des plans internes de l'Église. À sa place, on indiqua lieu désert. Tous les documents, y compris les listes, les statuts du monastère, les notes personnelles des abbés et la correspondance, furent brûlés. Mais le monastère est resté. Et il a continué à pourrir. La pierre se fissurait. Selon les témoignages des bergers, à la tombée de la nuit, on voyait de la lumière entre les fissures, pas dorée, pas blanche, mais d'un jaune terne, comme de l'huile restée trop longtemps dans une lampe. 2 voyageurs en route pour Tolède ont décrit dans leur carnet de voyage « Nous nous sommes arrêtés près de la rivière. À minuit, nous avons vu le brouillard monter vers la colline. Il n'était pas dense, mais tout semblait déformé, comme si le temps s'étirait. Puis, nous avons entendu une toux, la même 7 fois. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un vieil homme. Puis nous avons compris que la toux venait de sous la terre. Nous nous sommes enfuis. Le lendemain, les yeux de notre cheval coulaient. 20 ans ont passé. Les pierres du monastère sont désormais réduites en poussière. Mais comme l'écrit le dernier rapport de l'observateur diocésain, cette poussière ne se dépose pas. Elle n'est pas emportée par le vent. Mais elle colle à la peau. Elle est impossible à laver. Et si on la respire trop longtemps, la nuit, on tousse. D'abord, doucement. Puis avec du sang. Puis avec un mucus noir. Ensuite, les murs se fissurent. Même ceux de la maison,
où tu dors. On pense que les restes du supérieur n'existent plus. Mais dans le mur du monastère, dans la partie inférieure du couloir ouest, le pus continue de couler. Il suinte de manière irrégulière, parfois en filet, parfois en pulsation, comme si quelque chose battait encore à l'intérieur. Le dernier pèlerin qui a osé s'approcher a décrit « J'avais l'impression que le mur respirait, pas au sens propre, mais comme si quelqu'un était encore à l'intérieur, ni vivant, ni mort. Quelqu'un qui n'a pas été libéré. Il ne demande rien. Il punit, lentement, à travers la pourriture, à travers chaque fissure. » C'est ainsi que s'achève l'histoire du père Bartholoméo. Mais le monastère est toujours là. Et chaque année, l'humidité s'infiltre davantage dans les fissures de ses murs.